Quand ma belle-fille a décroché le téléphone, elle n'a même pas dit bonjour. Elle a dit « L'argent est en retard, tu as oublié encore ?» J'ai dit « Non, Cassandra, je n'ai pas oublié, j'ai juste décidé d'arrêter. » Silence. 5 secondes complètes de silence. Puis un clic. Elle a raccroché au nez. Voilà. Je dois que tu comprennes quelque chose. Pendant 3 ans et demi, j'ai été leur système de soutien. Mon fils Nathan a épousé Cassandra quand il avait 32 ans. Et dès le premier mois, j'écrivais des chèques. Le loyer, 1 000 € chaque mois, sans exception. Leur mobilier, c'est moi qui ai meublé cet appartement de haut en bas. Le canapé en cuir, la table à manger, le matelas sur lequel ils dormaient chaque nuit. Tout, c'était moi. Quand leur réfrigérateur a cassé en hiver, j'en ai acheté un neuf. Quand Cassandra voulait une meilleure voiture pour le travail, j'ai couvert l'écart d'assurance pour qu'elle puisse louer quelque chose dont elle n'aurait pas honte de garer devant son bureau. Et le mariage. Oh, le mariage. Ils se sont mariés un samedi en avril dans un domaine viticole près de Bordeaux. Une belle cérémonie. Les parents de Cassandra étaient au premier rang. Ses cousins ont volé depuis Lyon. Il y avait des arrangements floraux sur chaque table, un groupe en direct, un gâteau à 3 étages qui coûtait probablement plus que ma première voiture. Je n'y étais pas. Personne ne m'a dit la date. Je l'ai découvert par une photo que Cassandra a postée sur sa page Facebook 3 jours plus tard. Elle souriait dans une robe blanche que j'avais aidé à payer, à côté de mon fils, entourée de gens que je n'avais jamais rencontrés, dans un lieu auquel je n'avais pas été invitée. La légende disait « Entourée des gens qui comptent vraiment ». C'était la première fissure. Mais je tenais bon. Je me disais qu'elle avait probablement oublié. Je me disais que Nathan appellerait et m'expliquerait. Il ne l'a pas fait. Pas ce jour-là, pas la semaine suivante. Quand il a finalement appelé, c'était pour me demander si je pouvais couvrir sa facture d'électricité parce qu'ils avaient trop dépensé pour leur lune de miel. J'ai dit oui, parce que c'est ce que je faisais. C'était qui j'étais, la femme qui disait oui. Pendant 3 ans et demi, j'ai tenu un petit carnet. Je n'avais pas l'intention de le faire, je ne suis pas comptable. Mais après un moment, j'ai commencé à noter les choses parce que les chiffres devenaient difficiles à ignorer. Les versements de loyer, les livraisons d'épicerie, les 1 600 € que j'ai donnés à Cassandra pour une conférence professionnelle qui s'est avérée être un week-end spa à Aix-en-Provence, les 2 400 € pour la réparation de voiture de Nathan, les 800 € pour une contravention de stationnement qu'il ne pouvait pas payer, et les prêts d'urgence, toujours des urgences, toujours urgents, toujours juste une dernière fois. Un matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec ce carnet et une calculatrice et j'ai tout additionné. 77 400 €. 77 400 €. C'est ce que mon amour m'a coûté. L'argent que mon mari décédé, Henri, m'avait laissé pour que je vive confortablement. L'argent qui était censé me durer jusqu'à mes 77 ans, mes 80, aussi longtemps que Dieu me le permettrait. Et j'en donnais, mois après mois, à 2 adultes qui ne m'avaient même pas invité à leur mariage. Alors ce mardi matin-là, quand Cassandra a appelé au sujet de l'argent en retard, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai dit « C'est fini, Cassandra, je ne vais plus envoyer d'argent ». Et j'ai raccroché. Je suis allée à la banque cet après-midi-là. Je me suis assise avec la directrice de l'agence, une femme gentille nommée Madame Dupont, et j'ai annulé chaque virement automatique. J'ai changé mes mots de passe. J'ai retiré Nathan de mon compte d'épargne. Madame Dupont m'a regardée et a demandé « Madame, êtes-vous sous pression pour faire cela ?» J'ai dit « Non, madame. Pour la première fois depuis des années, personne ne me fait de pression pour faire quoi que ce soit. » La première semaine a été calme, étrangement calme. Pas d'appel, pas de message. Je pensais qu'ils avaient peut-être compris, peut-être qu'ils avaient enfin reçu le message. Puis, un jeudi soir, j'ai entendu une voiture entrer dans mon allée, puis une autre, puis une troisième. J'ai ouvert ma porte et ils étaient là. Nathan,
Cassandra et un homme que je n'avais jamais vu, costume gris, serviette en cuir, sourire mince. Il s'est présenté comme Maître Dietrich, un avocat spécialisé dans la gestion des actifs familiaux et les soins aux personnes âgées. Ils sont entrés dans ma maison sans être invités. Maître Dietrich s'est assis à ma table à manger, la table qu'Henri avait construite de ses propres mains, et a étalé des papiers juridiques. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a dit « Madame, votre famille a exprimé des préoccupations au sujet de votre bien-être cognitif. Nous aimerions discuter de certains arrangements qui assureraient votre sécurité financière à l'avenir. » Sécurité financière, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ce que les papiers disaient vraiment, c'était procuration. Ils voulaient que je cède le contrôle de mes comptes bancaires, de ma propriété, de ma vie financière entière, à Nathan. J'ai regardé mon fils. Il ne pouvait pas me rencontrer les yeux. Il regardait le sol comme un enfant qui sait qu'il a fait quelque chose de mal, mais n'a pas le courage d'arrêter. Cassandra, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit « Evelyne, tout ce que tu as sera tôt ou tard à nous. On simplifie juste le processus. Pense à cela comme une planification anticipée. » Une planification anticipée. Elle voulait me dépouiller de mes droits et l'appeler une faveur. J'ai pris ces papiers, tous les 12 pages, et les ai jetés dans ma poubelle de cuisine. J'ai dit « Maître Dietrich, vous avez 30 secondes pour quitter ma maison avant que j'appelle la police. » Il a essayé de mettre sa main sur mon bras. Il a essayé de me calmer. Je ne devais pas me calmer. J'étais plus calme que jamais au cours des 3 dernières années. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur enregistrement et j'ai dit « Vous êtes maintenant enregistré, partez ». Il est parti. Ils ont tous quitté. Nathan n'a pas dit un seul mot, mais il n'en avait pas fini, loin de là. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel des services de protection des adultes. Une femme nommée Patricia m'a demandé si elle pouvait passer pour un contrôle de bien-être. Quelqu'un avait déposé une plainte affirmant que j'étais confuse, paranoïaque et incapable de gérer mes finances. Le rapport disait que je thésaurisais des médicaments expirés, que j'avais donné de l'argent à des étrangers, que je montrais les premiers signes de démence. Je savais exactement qui avait déposé plainte. Cassandra avait aussi appelé mon pharmacien, un jeune homme qui remplissait mes ordonnances depuis des années, et l'avait convaincu d'écrire une note disant que j'avais pris des quantités inhabituelles de somnifères. Il n'a rien vérifié. Il a juste signé ce qu'elle lui a mis devant. Elle a appelé 2 de mes voisins, leur a dit que je traînais dans la cour la nuit, me parlant à moi-même. L'un d'eux y a vraiment cru. Et puis est venu le procès. Un vrai, déposé au tribunal de la famille. Nathan et Cassandra pétitionnaient pour que je sois déclarée mentalement incompétente et placée sous tutelle légale. Mon propre fils voulait qu'un juge décide que je ne pouvais pas penser par moi-même. Le matin de l'audience, j'ai mis la robe préférée d'Henri, celle bleu marine avec les boutons en perles. Je suis restée dans ma voiture pendant 10 minutes et j'ai parlé avec lui. J'ai dit « Henri, notre fils est sur le point de mentir sur sa mère pour de l'argent. J'ai besoin de toi avec moi aujourd'hui. » Leur avocat est allé d'abord. Il a brossé le portrait d'une vieille femme confuse et solitaire qui ne pouvait pas être fiée avec son propre chéquier. Il a dit que j'étais erratique. Il a dit que j'avais soudainement et sans raison coupé le soutien financier à ma propre famille, comme si payer le loyer d'un homme de 36 ans pendant 3 ans et demi, puis arrêté, était la preuve de la folie. Cassandra a témoigné ensuite. Elle a vraiment pleuré. Des vraies larmes, ou du moins assez vraies pour se tromper elle-même. Elle m'a appelée une deuxième mère. Elle a dit qu'elle était le cœur brisé par mon déclin. Mon avocate, une femme brillante nommée Isabelle Moreau, a attendu patiemment qu'elle termine. Puis elle a posé une question. « Cassandra, au cours des 3 dernières années et demie, combien de fois avez-vous appelé Evelyne sans demander de l'argent ?» Cassandra a cligné des yeux, a ouvert la bouche, l'a fermée, n'a rien dit.
Isabelle a laissé le silence planer dans ce tribunal pendant 10 secondes complètes, avant de se tourner vers le juge et de dire « Pas d'autres questions ». Nathan a témoigné ensuite. Il m'a appelé instable. Il a dit que je m'étais enfermée sur moi-même. Isabelle s'est penchée en avant et a dit « Monsieur, vous avez 36 ans. Votre mère de 73 ans payait votre loyer. Elle a arrêté et votre réaction a été de l'emmener en justice. Aidez-moi à comprendre qui est la personne instable ici. » Même la sténographe a levé les yeux. Puis sont venus les soi-disant témoins. Le pharmacien a admis sous serment qu'il n'avait jamais vraiment examiné l'historique de mes ordonnances. Il avait simplement signé un formulaire que Cassandra lui avait remis. La voisine a admis qu'elle ne m'avait jamais vue dehors la nuit et avait simplement répété ce que Cassandra lui avait dit. Et puis, c'était mon tour. Je me suis assise dans ce fauteuil de témoin et j'ai tout raconté au juge. Chaque euro, chaque anniversaire ignoré, chaque appel qui ne venait que quand ils avaient besoin de quelque chose. Je lui ai parlé du mariage auquel on ne m'avait pas invité, du carnet avec les chiffres, de la nuit où ils ont amené un étranger dans ma maison pour me prendre mes droits. J'ai dit « Votre honneur, je ne regrette pas d'avoir arrêté l'argent. Je regrette qu'il m'ait fallu 3 ans et demi pour réaliser que je finançais mon propre effacement. » Le juge s'est retiré. 2 heures. Les 2 heures les plus longues de ma vie. Je suis restée assise dans ce tribunal, les mains croisées, regardant droit devant, refusant de regarder Nathan. Pas parce que j'étais en colère, parce que j'avais peur que si je le regardais, je vois le petit garçon qui tenait ma main à l'épicerie et que je me brise. Le juge est revenu. Il a regardé Nathan, il a regardé Cassandra, et il a dit « La pétitionnaire n'a présenté aucune preuve crédible de déclin cognitif. Cette cour déclare que Madame Evelyn Whitfield est pleinement compétente et d'esprit sain. Cette pétition n'est pas motivée par la préoccupation. Elle est motivée par le droit acquis. L'affaire est rejetée. » Rejetée. Je suis sortie de ce tribunal dans l'après-midi le plus lumineux dont je me souvienne. Le ciel était d'un bleu si pur qu'il faisait mal. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Du poids de 3 ans et demi levé de mes épaules tout d'un coup. J'ai changé mon testament cette même semaine. J'ai vendu la maison. Trop de souvenirs d'attendre à côté du téléphone des appels qui ne venaient jamais. J'ai déménagé dans un petit appartement plus près de la bibliothèque et du parc où Henri et moi avions l'habitude de marcher. J'ai donné la moitié de ce qui m'en restait à une organisation qui protège les personnes âgées contre les abus financiers commis par leur propre famille. Nathan n'a pas appelé. Cassandra n'a pas appelé. Et pour la première fois depuis des années, ce silence ne fait pas mal. Il ressemble à la paix. J'ai 73 ans. J'ai passé 3 ans et demi à essayer d'acheter l'amour de mon fils. Cela m'a coûté 77 400 € et a failli me coûter ma liberté. Mais ce juge m'a donné quelque chose qu'aucune quantité d'argent ne pouvait acheter. Il m'a rendu mon esprit. Et cette fois-ci, je le garde.